Le code a changé, Hélène. Tu ne peux plus entrer sans prévenir. La voix de ma belle-fille était nette, tranchante, sans même une trace d'émotion. J'étais sur le pas de la porte, mes bras chargés d'un panier de linge propre, le même que je ramenais chaque dimanche depuis 15 ans. Je l'ai d'abord cru maladroite. Une simple phrase, un malentendu, pensais-je. Mais le bip muet du digicode m'a confirmé la vérité. Je n'étais plus la bienvenue. J'ai levé les yeux vers la petite caméra fixée au-dessus du portail. Elle brillait sous le soleil d'automne, froide, presque moqueuse. Derrière la vitre du salon, j'ai aperçu le rideau bouger. Une ombre s'est esquissée, puis rien. Le silence. Je me souviens avoir appelé doucement. « C'est moi, Hélène ». Ma voix tremblait comme celle d'une étrangère. Je ne comprenais pas. Je venais déposer le linge des enfants, celui de mes petits-enfants, soigneusement plié, parfumé à la lavande. Comme toujours. C'était mon rituel, ma manière d'exister encore un peu dans leur maison. Mais ce jour-là, le code avait changé. Et avec lui, quelque chose d'irréversible. Je suis restée plantée là, 1 minute, être 2, incapable de bouger. Les chiffres défilaient dans ma tête. Un 705. C'était l'anniversaire de mon mari, Marc. Celui qui avait bâti cette maison pierre après pierre avant de mourir. Changer ce code, c'était plus qu'un détail technique. C'était effacer sa mémoire. Quand la porte s'est enfin ouverte, ce n'est pas mon fils qui est apparu, mais elle. Camille, ma belle-fille. Parfaite, comme toujours, dans son chemisier blanc et son sourire courtois. « Ah, vous êtes venue ?» Il aurait fallu prévenir Hélène. Vous savez, avec les enfants, le travail, on essaye de garder un peu d'organisation. Elle parlait avec cette douceur condescendante qui me glaçait. Ses mots étaient polis, mais chaque syllabe me repoussait un peu plus loin de ma propre famille. « J'ai juste voulu déposer le linge, » ai-je murmuré. « Ce n'est pas la peine désormais. J'ai pris quelqu'un pour ça. Une femme de ménage. Ce sera plus simple pour tout le monde. » Tout le monde. Je crois que c'est cette phrase qui m'a transpercée. Ce tout le monde qui ne m'incluait plus. Je me suis sentie vieille, inutile, déplacée comme une pièce de mobilier qu'on oublie dans un coin avant de s'en débarrasser. J'ai voulu répondre, protester, mais mes lèvres se sont tues. J'ai simplement posé le panier au sol. Elle a jeté un coup d'œil rapide, presque agacé. « Oh, vous auriez pu garder ça. On n'en a plus besoin. » Et elle a refermé la porte. Le claquement sec du verrou a résonné longtemps dans ma poitrine. Je suis restée dehors, le vent dans les cheveux, la clé inutile dans ma main. Je l'ai regardée, cette clé, celle de la maison familiale. Ma maison, ou du moins, celle que je croyais encore mienne. Ce n'était pas seulement un portail qu'on venait de me fermer au visage. C'était toute une vie. Je me suis assise sur le banc de pierre devant la grille, celui où Marc aimait boire son café le matin. J'ai posé la main sur le métal froid du portail. Et j'ai compris, d'un seul coup, que cette maison ne m'appartenait plus. Elle appartenait à leurs codes, à leurs règles, à leur modernité aseptisée. Moi, j'étais du passé. La belle-mère qu'on tolère à Noël, la grand-mère qu'on remercie pour les cadeaux mais qu'on ne veut plus voir trop souvent. Le vent portait une odeur de lessive et de feuilles mortes. Je me suis dit que tout cela sentait la fin. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose venait de naître. Un mélange étrange de chagrin, de lucidité et de calme. Je n'ai pas pleuré. Pas ce jour-là. Je me suis levée, j'ai ramassé la clé et l'ai glissée dans ma poche. Je savais que, désormais, elle ne servirait plus à rien. Mais je l'ai gardée quand même comme une preuve. En rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie sur le buffet du salon, à côté de la photo de Marc, et j'ai murmuré. Ils ont changé le code, mon amour, mais ils ne savent pas que j'ai gardé les clés du passé. Ce soir-là, j'ai ouvert un vieux carnet à la couverture de cuir. C'était celui où j'écrivais autrefois mes recettes et mes souvenirs d'enfance. Je l'ai posé devant moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à écrire non pas pour me souvenir, mais pour me défendre. Dimanche 17 octobre. Ma belle-fille a changé le code de la maison familiale. Je crois qu'ils veulent me faire sortir de leur vie. Mais cette fois, je n'obéirai pas en silence. Je n'ai pas toujours été cette femme qu'on oublie sur le seuil d'une porte. Autrefois, j'étais une jeune fille qui riait trop fort, qui courait sous les tilleuls, qui croyait que la vie tenait dans un parfum de linge séché au vent. C'était à Saint-Just, un village entre rivière et colline.
J'avais 10 à 9 ans quand j'ai rencontré Marc, un jeune maçon aux mains rudes et au regard tranquille. Il m'a parlé de murs, de fondations, de pierres qui résistent mieux quand on les pose lentement. Il m'a plu tout de suite pour ça, cette lenteur-là. Nous n'avions pas d'argent, mais nous avions le temps, et le temps, à 20 ans, c'est une fortune. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai répondu oui dans la cuisine de mes parents, un tablier sur les genoux, les doigts encore couverts de farine. Le bonheur avait la simplicité du pain chaud. Nous avons bâti notre maison comme d'autres construisent une cathédrale. Pierre après pierre, repas après repas. Marc travaillait le jour sur les chantiers, et le soir, il maçonnait pour nous. Moi, je peignais, je nettoyais, je cousais des rideaux. J'ai encore sur le poignet une cicatrice d'enduit sec, une trace de ce que nous étions. 2 artisans de notre propre avenir. Nos enfants sont nés là. Thomas d'abord, solide comme son père, puis Élise, plus tendre, plus rêveuse. Nous n'avions pas grand-chose, mais la maison respirait le bonheur ordinaire, le café du matin, la radio qui crépitait, les volets qu'on refermait contre la pluie. Je repassais les chemises de Marc pendant qu'il lisait le journal, et je croyais que la vie se tenait dans ces gestes tranquilles, répétés chaque jour. J'ai mis de côté mes envies, mes études interrompues, pour m'occuper des enfants. Marc disait « Toi, tu tiens la maison debout. » Et je tenais. De toutes mes forces. J'étais le socle invisible, celle qu'on ne remarque pas tant qu'elle ne s'effondre pas. Les années ont passé comme des saisons. L'hiver, je tricotais des pulls trop grands pour qu'ils durent plus longtemps. L'été, je faisais sécher la lavande sur le balcon. Les repas du dimanche réunissaient tout le monde autour de la table en bois que Marc avait faite. Je croyais naïvement que ces murs, parce qu'ils avaient été bâtis à la sueur de nos corps, nous appartiendraient toujours, à lui, à moi, à nos enfants. Puis la maladie est venue, sans fracas. Un souffle court, une fatigue qui ne passait plus. Marc a lutté, avec la pudeur de ceux qui ne se plaignent jamais. Quand il est parti, un matin de janvier, la maison a perdu sa voix. J'ai allumé une bougie, et j'ai promis de la garder vivante, coûte que coûte. J'ai continué, seul, à entretenir les murs, à tondre la pelouse, à repeindre les volets. J'y mettais autant de soin que si Marc devait rentrer d'un instant à l'autre. Les enfants, eux, avaient grandi. Thomas s'était marié à Camille, cette jeune femme élégante et décidée, qui savait tout organiser, tout calculer. Je l'ai accueillie avec bienveillance. J'espérais qu'elle aimerait cette maison autant que moi. Je n'ai pas vu venir la distance polie, souriante, mais réelle. À la mort de Marc, j'ai cru faire le bon choix en préparant le futur. Un partage anticipé, une maison transmise à Thomas, un peu d'argent pour Élise. Je pensais protéger tout le monde, éviter les disputes. Je n'ai pas compris alors qu'en signant ces papiers, je signais mon effacement. Les dimanches ont repris, presque comme avant. J'aidais, je cuisinais, je pliais le linge. Je voulais que la maison reste vivante à travers eux. Mais peu à peu, les marques de ma présence se sont faites plus discrètes. Mes nappes remplacées par les leurs, mes cadres déplacés, ma vaisselle mise au grenier. Je me disais, c'est normal, ce n'est plus vraiment ma maison. Et pourtant, au fond, je continuais d'y respirer comme chez moi. Je me souviens du jour où Camille a fait installer un digicode. Elle m'avait dit que c'était pour plus de sécurité. J'avais souri. À quoi bon se méfier d'un simple boîtier gris? Je ne savais pas encore que ce bip muet serait, un jour, la barrière entre ma vie d'avant et le désert du lendemain. Quand je repense à tout cela, je ne ressens ni colère ni honte, seulement une immense fatigue d'avoir cru que l'amour suffisait à garantir sa place. J'ai donné sans compter, persuadé que la gratitude existerait toujours. Mais dans le monde d'aujourd'hui, la mémoire ne se transmet plus. Elle s'efface comme une vieille photographie mal exposée. Pourtant, au fond de la maison, sous les couches de peinture neuve, il reste les traces de nos mains, la poussière du premier chantier, la voix de Marc. Rien ne peut effacer cela. C'est à partir de cette mémoire-là que je me relèverai. Politesse qui vous place à la marge. Elle préparait le café avant mon arrivée, rangeait les assiettes que j'avais toujours sorties moi-même, reprenait mes gestes comme pour les rendre plus efficaces. Je souriais, je la remerciais. J'avais peur de paraître vieille, encombrante, hors du temps. Puis il y a eu les menus changements. Les torchons que j'avais brodés de mes initiales ont disparu du tiroir.
Le napperon de dentelle de ma mère a été remplacé par une nappe en lin gris, plus moderne. Et un jour, en voulant préparer le repas, j'ai découvert que les casseroles avaient changé de place. On a optimisé, m'a dit Camille. Optimisé. Un mot froid, industriel, qui ne sent ni la soupe ni la vie. Les repas du dimanche aussi ont changé de ton. Avant, c'était un rituel. Je venais le matin, je cuisinais pour tout le monde, je dressais la table sous le tilleul. Désormais, je devais attendre leur invitation. Et quand j'arrivais, Camille me disait d'un air faussement léger. « Oh, vous n'aviez pas besoin de ramener tout ça, Hélène. On a déjà tout préparé. » Alors je laissais mes plats dans la voiture. Ma tarte aux pommes, mon gratin dauphinois, mes petits gâteaux à la noix. Ils refroidissaient sur le siège. Inutile. À table, les conversations me traversaient comme le vent. Thomas parlait boulot, projet, investissement. Camille, voyage, décoration. Moi, je restais là, un sourire aux lèvres, à distribuer du pain ou à couper la viande des enfants. Léo me disait parfois « Mamie raconte une histoire ». Mais Camille répondait aussitôt « Pas maintenant, Léo, on parle ». Alors je me taisais, et mon silence devenait une habitude, une commodité pour tout le monde. Un jour, alors que je voulais remettre un pull à Jeanne, j'ai entendu Camille chuchoter à Thomas « Laisse-la faire, sinon elle sera vexée ». Cette phrase m'a brûlé plus que n'importe quelle insulte. Non pas pour la méchanceté, il n'y en avait pas, mais pour la condescendance. J'étais devenue un rôle à gérer, une variable d'humeur, une grand-mère aménagée comme on ménage un meuble ancien. On le garde par politesse, mais on ne l'utilise plus. Je crois que le moment où j'ai commencé à douter de ma place, c'est le jour de l'anniversaire de Marc. Chaque année, je déposais une rose sur sa photo, dans le salon. Cette fois, la photo avait disparu. À la place, il y avait une lampe dorée. Camille m'a expliqué avec son calme habituel. On a refait un peu la déco. C'était trop chargé. Trop chargé. Ce mot-là m'a planté sur place, comme si la mémoire de mon mari, de leur père, encombrait. J'ai reposé la rose sur la table basse, sans rien dire. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Le soir, chez moi, j'ai repris mon carnet. J'ai écrit. Ils appellent cela moderniser. Moi, j'appelle cela effacer. Les semaines suivantes, les signes se sont multipliés. Camille ne me demandait plus mon avis sur rien, ni sur les repas, ni sur les enfants, ni sur la maison. Quand je proposais d'emmener Léo à l'école, elle disait « Oh non, c'est trop loin pour vous. Reposez-vous. » Et quand j'arrivais malgré tout, elle faisait semblant d'être surprise. « Oh, vous êtes venu? Quelle gentille attention. » Toujours avec ce sourire de porcelaine qui ne se fissure jamais. Je savais qu'elle voulait me tenir à distance, mais j'espérais encore que Thomas s'en apercevrait. Qu'il dirait un simple mot pour rappeler que j'étais sa mère. Mais il restait muet. Il me prenait la main parfois, distraitement, comme on tapote une épaule. Et il disait « Tu sais, Camille veut juste bien faire. Bien faire. C'est ainsi qu'on justifie les effacements. On veut bien faire. » Un soir, alors que je repliais le linge de Léo, Camille m'a dit « Vous savez, Hélène, quand vous pliez les chemises, il vaut mieux éviter de les parfumer à la lavande. Léo fait un peu d'allergie. » J'ai répondu « C'est le même parfum que j'utilisais pour Thomas. Il n'a jamais été malade. » Elle a haussé les épaules. « Oui, mais c'était avant. C'était avant. » 3 mots pour mettre une frontière entre leur monde et le mien. Petit à petit, j'ai réduit mes visites. Je venais encore le dimanche. Par habitude plus que par joie. Je rangeais discrètement, je faisais tourner une lessive, je préparais le goûter des enfants. Mais je sentais que chaque geste devenait suspect, presque intrusif. Camille contrôlait tout, jusqu'au tiroir où je rangeais les torchons. Puis il y eut le jour où je retrouvai ma clé sur le buffet, dans une enveloppe blanche. À l'intérieur, un mot. Nous avons installé un nouveau système de sécurité. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera le nouveau code. Mais le code, elle ne me l'a jamais donné. Et ce jour-là, sans le savoir encore, l'histoire a basculé. La veille du drame, je n'avais rien senti venir. C'était un jeudi de novembre. Un de ces jours sans couleur, où le ciel et les murs semblent faits du même gris. J'étais passée à la poste déposer un colis pour Élise, puis j'avais décidé de m'arrêter chez Thomas pour glisser un mot dans la boîte, un mot banal. Je passerai dimanche pour le goûter. En ouvrant la boîte,
Mes doigts ont buté sur une enveloppe administrative déjà glissée là, à mon nom. Le logo d'un cabinet notarial figurait dans l'angle supérieur gauche. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Je l'ai ouverte sur le banc, devant la maison. Les mots dansaient, durs et froids. Suite à la modification du titre de propriété et à la cession partielle du bien, nous vous informons que votre usufruit sur la parcelle cadastrée numéro 428B ne porte plus que sur la dépendance nord, garage et remise attenante. J'ai lu plusieurs fois, sans comprendre. Puis soudain, le sens m'a frappé. La maison, ma maison, celle que Marc et moi avions bâtie, venait d'être amputée. Sans que je sois consulté, sans ma signature, mon droit s'était réduit à un garage humide et une remise où personne ne va plus. Je me suis sentie glacée. Je relisais le document, les mains tremblantes, tandis que les feuilles mortes s'accrochaient à mes chaussures. Je n'ai pas tout de suite pensé à la trahison. J'ai d'abord cru à une erreur, un malentendu administratif, un oubli. Mais en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon classeur bleu, celui où je rangeais toutes les copies des actes notariés depuis la succession de Marc. Et là, au bas de la page de donation-partage, un nouveau paragraphe avait été ajouté. Des mots que je n'avais jamais lus, des mots que je n'avais pas signés. L'usufruit portera uniquement sur les pièces non rénovées, à l'exclusion des espaces de vie principaux. J'ai comparé les signatures. La mienne était là enfin, une imitation maladroite. Une courbe tremblait, comme dessinée par quelqu'un qui aurait copié de mémoire. Mon nom, mon écriture, mais pas ma main. Je suis restée longtemps immobile, la feuille entre les doigts. La lampe du salon éclairait le bois de la table et la photo de Marc semblait me regarder. Je lui ai murmuré. Ils m'ont effacé, Marc, jusqu'au trait de ma signature. Le lendemain, j'ai pris le bus pour le cabinet du notaire qui avait rédigé l'acte, Maître Brunet. Une jeune assistante m'a reçue avec un sourire mécanique. « Ah, Madame Dubreuil, oui. Votre fils est déjà passé pour actualiser le dossier. »« Actualiser ?» ai-je répété. « Oui, pour simplifier la gestion du bien. Tout est en ordre, ne vous inquiétez pas. » Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas contesté. J'ai simplement demandé une copie certifiée. Je l'ai rangée dans mon sac, entre mon carnet et mon portefeuille, comme on glisse un couteau dans un étui. Dehors, l'air sentait la pluie. Je marchais lentement, le cœur serré. Je ne voulais pas croire que Thomas ait pu faire cela, pas lui, mon fils. Mais tout, dans ses lignes administratives, dans ses signatures falsifiées, portait sa marque, la peur de déranger, la volonté de simplifier. C'était du Thomas tout craché. Laisser faire Camille, fermer les yeux, signer sans lire. Le soir même, j'ai décidé d'aller leur parler. Je ne voulais pas d'un conflit, seulement comprendre. Quand je suis arrivée, Camille m'a ouvert la porte avec son calme habituel. « Ah, Hélène, quelle surprise! Vous n'aviez pas prévenu. Je dois vous parler. C'est important. » Elle m'a conduite dans le salon. Thomas était là, assis sur le canapé, un ordinateur sur les genoux. J'ai sorti le document, je l'ai posé sur la table basse. « C'est quoi ça? Maman, tu sais, Camille et moi, on a dû régulariser certaines choses. Le notaire nous a conseillé. Le notaire m'a écrit Thomas. Mon nom est là, mais ce n'est pas ma signature. Il a pâli, baissé les yeux. Camille, elle, n'a pas bronché. C'était juste une question de paperasse, Hélène. On n'a rien voulu te prendre. Simplement éviter les complications futures. Tu ne vis plus ici, alors. Tu ne vis plus ici. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Comme un verdict. Comme une condamnation. Je me suis levée, j'ai ramassé les papiers et j'ai dit doucement. Vous avez signé à ma place. Vous avez changé les codes et maintenant les mots. Camille a soupiré, exaspérée. Ne dramatisez pas, voyons. Tout cela n'a aucune conséquence réelle. C'est symbolique. Symbolique. Le mot a ricoché dans ma tête comme une gifle. Effacer une mère devient symbolique. Effacer une vie de travail devient symbolique. Alors j'ai su. Je n'ai rien ajouté. Je les ai laissés là, dans leur salon parfaitement ordonné, sous la lumière froide de leur modernité. En sortant, j'ai glissé dans mon sac le double des papiers, les preuves. Mon carnet aussi. Sur le chemin du retour, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Une femme droite, digne, le regard clair. J'ai pensé, tu viens de perdre une maison, Hélène, mais tu viens de regagner ta voix.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai allumé la lampe, ouvert le carnet et écrit d'une main ferme. Ils ont changé les mots comme ils ont changé le code. Mais cette fois, c'est moi qui noterai les chiffres. Les nuits ont toujours été mes confidents. Quand Marc était encore là, je me réveillais parfois pour l'écouter respirer, et ce simple souffle suffisait à me rendormir. Mais depuis qu'il n'est plus, le silence a une texture différente, il pèse. Après cette découverte, ce faux acte notarié, le sommeil m'a déserté. Je tournais dans mon lit comme on tourne autour d'un feu qu'on n'ose pas raviver. Je repensais à tout, dans le moindre détail. Le code changeait, la clé déposée sur le buffet, la phrase « Tu ne vis plus ici ». Et maintenant, cette signature volée. Chaque souvenir formait une marche douloureuse vers la lucidité. Pendant des années, j'avais cru qu'aimer suffisait à protéger, que la bonté finirait toujours par attendrir. Mais j'avais oublié une chose. Le silence peut aussi donner du pouvoir à ceux qui mentent. Je me levais souvent à 3 ou 4 heures du matin, j'allais m'asseoir dans la cuisine, une couverture sur les épaules, un carnet ouvert devant moi. Je notais tout, les dates, les conversations, les expressions, les documents. Ce carnet est devenu mon témoin, mon compagnon, mon acte de résistance. J'y ai écrit, mot pour mot. Quand ils disent simplifier, ils veulent dire effacer. Quand ils disent protéger, ils veulent dire contrôler. Certains matins, la colère montait. Mais une colère froide, rationnelle, presque administrative. Je relisais les papiers, je consultais les anciennes factures, les copies d'actes, les relevés bancaires, tout ce que Marc et moi avions gardé consciencieusement dans un classeur bleu. Je découvrais, à ma stupeur, d'autres irrégularités. Un compte joint fermé sans mon accord, un virement technique sur un nouveau compte au nom de Thomas et Camille. Tout cela sous prétexte de simplifier les héritages futurs. Je n'avais plus aucun doute. Ce n'était pas une erreur. C'était une prise de pouvoir douce, progressive, déguisée en aide. Une nuit, j'ai rêvé de Marc. Il était assis sur notre banc de pierre, devant la maison. Il m'a dit sans bouger les lèvres. « Ne te fâche pas, écris. » Et quand je me suis réveillée, j'ai compris que c'était là ma seule arme, l'écriture et la loi. J'ai passé les jours suivants à relire les lettres, les contrats, les courriers du notaire. Je les classais par couleur, par date, par sujet. Chaque dossier portait un nom. La maison, le compte, la donation. Je n'avais plus peur. J'étais vieille, oui, mais j'avais ce que les jeunes n'ont pas, le temps et la mémoire. Je repensais à ma vie, à mes choix. Combien de fois avais-je cédé pour ne pas faire d'histoire? Combien de fois avais-je accepté qu'on me coupe la parole, qu'on me déplace, qu'on parle de moi à la troisième personne? Toujours au nom de la paix. Mais la paix, quand elle s'achète au prix de la dignité, devient une servitude polie. Alors, j'ai commencé à reconstruire, à ma manière. D'abord, j'ai ressorti mon vieux téléphone à touche. J'ai cherché dans l'annuaire, Maître L. Perrault, notaire indépendant. Je l'ai appelé. Sa voix était calme, posée. Il m'a proposé un rendez-vous. J'y suis allée seule, vêtue de mon manteau gris et de mes gants en laine. Je me souviens de son regard, sérieux, quand je lui ai montré les papiers. Il a levé la tête après un long silence et a dit « Madame, ce document est manifestement falsifié et ce qu'ils ont fait est punissable. Mais il va falloir être rigoureuse, très rigoureuse. » Ces mots-là m'ont redonné un souffle. Rigoureuse. C'était un mot que je comprenais. Je l'avais été toute ma vie, dans mon travail, dans mes soins, dans mes silences. Il suffisait de canaliser cette rigueur autrement. Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd, mais déterminé. J'ai pris une tasse de thé, j'ai ouvert le carnet et j'ai commencé à établir mon plan. Non pas une vengeance, ce mot m'effrayait encore, mais une réparation. Je voulais simplement que la vérité soit dite calmement, proprement, devant ceux qui avaient voulu la travestir. Pendant plusieurs semaines, je n'ai rien montré. Je continuais à rendre visite aux enfants, à sourire, à plier les vêtements, à féliciter Léo pour ses dessins. Je jouais le rôle qu'il m'avait assigné. La grand-mère douce, un peu effacée. Mais à l'intérieur, je consignais tout. Chaque mensonge devenait une ligne. Chaque omission, une note. Chaque humiliation, une preuve. Et plus j'écrivais, plus je sentais la peur s'éloigner. Je ne tremblais plus. Je ne doutais plus. Je savais que le jour viendrait où ces pages parleraient pour moi.
Une nuit, j'ai posé la main sur la photo de Marc et j'ai dit « Tu vois, mon amour, je ne crie pas, mais je tiens la plume, et la plume parfois tranche mieux qu'un cri. Quand on a vécu 70 ans dans l'ombre du devoir, on apprend à marcher sans bruit. J'ai compris très vite que ma force serait justement là, dans ma discrétion. Eux parlaient, affichaient, signaient, moi, je notais, j'archivais, je préparais. Ce que j'allais faire n'avait rien de spectaculaire. C'était un travail de femme, donc invisible, donc efficace. J'ai commencé par reclasser ma vie. Chaque dossier dans une chemise Kraft, chaque papier numéroté au crayon. Dans le tiroir du bas, maison. Au-dessus, compte bancaire. Et sur la table, testament provisoire. Je me suis mise à tout relire. La donation partage, les relevés d'impôts, les factures de rénovation. À chaque ligne, je découvrais une faille, une négligence, une incohérence. C'était comme suivre une piste dans la neige. Les traces menaient toutes vers le même couple Thomas et Camille. Un matin, je suis retournée chez Maître Perrault, le notaire indépendant. Il m'attendait, les lunettes sur le bout du nez, un dossier déjà ouvert devant lui. J'ai étudié vos documents, Madame Dubreuil, et je confirme, la modification d'usufruit est illégale sans votre signature authentifiée. Nous pouvons contester. Contester, c'est crier, ai-je demandé doucement. Il a souri. Non, contester, c'est écrire au bon endroit. J'ai aimé cette phrase. Écrire au bon endroit. C'était exactement ce que je faisais depuis des semaines. Nous avons préparé ensemble une notification officielle, une lettre recommandée adressée au cabinet Brunet, demandant la rectification immédiate de l'acte et la suspension de toute session en cours. Maître Perrault m'a expliqué que cela mettrait tout en pause. Je lui ai répondu « Parfait, moi aussi, j'ai besoin d'une pause ». À sa demande, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une petite agence du centre-ville, sous mon seul nom. Il m'a conseillé de transférer mes économies de manière légale et discrète. Ce compte, je l'ai baptisé dans ma tête « la clé », parce que c'était cela, au fond. Retrouver la clé de ma propre existence. Les jours suivants, je suis allée à la mairie pour demander un extrait de naissance, un certificat de résidence, tous ces papiers qu'on croit inutiles à mon âge et qui pourtant redeviennent des armes quand la vie vous efface. À chaque guichet, les employés me regardaient avec une bienveillance distraite, sans deviner que derrière ma politesse, je bâtissais une forteresse administrative. Je rentrais ensuite chez moi, je rangeais les documents dans le classeur bleu, j'y ajoutais un post-it avec la date. Tout était ordonné, méticuleux, presque chirurgical. J'ai toujours aimé le linge bien plié, les chiffres droits, les phrases exactes. Désormais, c'était ma discipline de survie. Un après-midi, j'ai aussi appelé ma fille, Élise. Elle vivait à Bordeaux, loin du tumulte. Je n'ai rien dit de précis seulement. Si un jour tu devais te charger de mes papiers, regarde bien le classeur bleu. Elle a répondu d'une voix tendre. Tu me fais peur, maman. Non, je t'apprends à ne pas avoir peur. J'ai senti à cet instant que la peur changeait de camp. Elle n'était plus en moi. Une semaine plus tard, j'ai rédigé mon Nouveau Testament, avec l'aide de Maître Perrault. Cette fois, tout était clair. Ma maison, rétablie dans mes droits, serait vendue à ma mort. Et l'argent réparti équitablement entre Thomas et Élise. Mais j'ai ajouté un codicille secret, une clause de protection. Si l'un des héritiers avait été reconnu coupable d'un acte de falsification, sa part serait automatiquement versée à une fondation pour femmes âgées en difficulté. Maître Perrault m'a regardé, impressionné. C'est sévère, mais juste. Je ne cherche pas la sévérité. Je cherche la mémoire. J'ai signé d'une main ferme. Ma signature la vraie. Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie, la terre mouillée. J'ai allumé une bougie, posé le carnet à côté, et j'ai écrit « Ils ont pris mes murs, mais j'ai gardé la loi. Ils ont changé les codes, mais j'ai réappris les chiffres. La justice ne crie pas. Elle attend, silencieuse, le bon dossier. Les jours suivants, j'ai continué à jouer mon rôle. Je souriais à Camille. Je félicitais Thomas pour son travail. Je venais aux anniversaires, j'apportais un gâteau. Je restais courtoise. Mais chaque mot prononcé passait désormais par un filtre intérieur. La distance. Sous mon manteau, dans mon sac, je portais une clé USB que m'avait donnée Maître Perrault. Elle contenait les copies scannées de tous mes documents, mes preuves, mes lettres.
Je la gardais comme d'autres gardent un talisman. Quand je regardais Camille, désormais, je ne voyais plus la femme qui m'avait humiliée. Je voyais une adversaire qui ignorait que le jeu avait déjà commencé et qu'elle le perdait. Un soir, en repartant de chez eux, elle m'a dit d'un ton léger: « Hélène, vous savez, vous devriez penser à vos vieux jours. Vous êtes encore seule, ce n'est pas prudent. » Je lui ai souri. « Je m'en occupe, Camille, à ma manière. » Et c'était vrai. J'avais pris soin de tout, ma sécurité, ma mémoire, ma revanche. Mais cette revanche-là, personne ne la verrait venir. Parce qu'elle n'aurait ni cri, ni scandale, seulement des papiers, des chiffres et une vérité alignée comme une rangée de comptes justes. Le piège n'a pas claqué d'un coup. Il s'est refermé lentement, avec la précision d'une horloge qu'on a soi-même remontée. 3 mois s'étaient écoulés depuis ma première visite chez Maître Perrault. Assez de temps pour que les lettres recommandées fassent leur chemin, que les courriers officiels atteignent le cabinet Brunet, que la machine administrative s'ébranle. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte aux lettres avec la même appréhension tranquille, et chaque matin, je trouvais un nouveau pli, une réponse, une copie, un accusé de réception. Les choses avançaient silencieusement, exactement comme je l'avais voulu. Puis, un lundi de février, le téléphone a sonné. « Madame Dubreuil, ici Maître Brunet. Pourriez-vous venir à mon étude? Il semble qu'un malentendu doive être éclairci. » Un malentendu. Le mot, une fois encore, servait de paravent à la trahison. J'ai accepté, poliment, en fixant la date au jeudi suivant. Quand je suis arrivée à l'étude, ils étaient déjà là, Thomas et Camille, assis côte à côte. Camille tenait son sac serré sur ses genoux, le regard tendu. Thomas, lui, évitait le mien. Maître Brunet a toussé, visiblement mal à l'aise. Madame Dubreuil, il semble qu'une erreur matérielle se soit glissée dans l'acte de donation-partage. Nous allons bien sûr la rectifier. J'ai posé calmement mon dossier sur la table. Ce n'est pas une erreur, maître. C'est une falsification, et j'ai les preuves. Camille a levé les yeux vers moi, avec ce demi-sourire qu'elle utilisait pour masquer la peur. Allons, Hélène, ne dramatisez pas. Nous avons seulement voulu simplifier. Oui, j'ai bien compris que votre simplicité commençait par ma signature. Thomas a voulu parler, mais sa voix s'est brisée. Il a dit simplement: « Maman, je ne savais pas. C'est Camille qui a géré tout ça. » Et c'est là, précisément là, que le piège s'est refermé. Car Maître Perrault, que j'avais mandaté, était entré dans la pièce au même instant, un dossier à la main. Il a salué froidement ses confrères, puis s'est tourné vers moi. « Madame Dubreuil, conformément à votre demande, voici les conclusions de notre dépôt. Les copies certifiées, les relevés bancaires, les échanges de courriels. Tout est là. » Il a posé le dossier sur la table, devant eux. Le silence s'est abattu, lourd, épais. Camille a pâli. Je voyais ses doigts trembler sur son sac, son regard chercher une sortie, une justification. Mais il n'y en avait plus. Les faits parlaient, les courriers aussi, et les comptes bancaires révélaient tout. Les transferts non autorisés, les virements de rénovation, les signatures apocryphes. Je ne les ai pas accusés, je ne les ai même pas regardés. Je me suis contentée de dire, d'une voix calme: « Je n'ai jamais voulu d'argent, ni de maison. Je voulais seulement que la mémoire de mon mari reste propre. Vous avez sali cela. Et pour ça, je vous laisse aux mains de la loi. » Maître Perrault a ajouté: « Professionnel. Une plainte pour faux et usage de faux a été déposée ce matin. Le tribunal décidera. » Camille s'est levée brusquement. « Vous n'allez pas nous traîner devant un juge. C'est ridicule. »« Non, madame, c'est légal, » répondit mon notaire avec une douceur tranchante. Thomas, lui, s'est affaissé sur sa chaise. Il semblait plus vieux tout à coup, vidé, comme si tout ce qu'il avait construit s'effondrait en silence. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris. Ce n'était pas une vengeance, c'était une leçon. Je suis sortie la première. Dehors, l'air sentait la pluie froide. Je me suis arrêtée une seconde sur le trottoir. Je ne ressentais ni triomphe ni rancune, seulement une étrange paix, une légèreté nouvelle. Je venais de me rendre justice sans élever la voix. Le lendemain, Thomas m'a appelé. Sa voix était éteinte. « Maman, je suis désolée. Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Je lui ai répondu calmement. Les choses ne vont jamais trop loin quand elles reviennent à leur juste place. Camille, elle, ne m'a plus jamais téléphoné.
Mais je sais qu'elle a dû affronter l'enquête, les convocations, les explications impossibles. Je n'ai rien demandé de plus. Je n'ai ni retiré la plainte, ni cherché à les voir. Je les ai simplement laissés face à leur miroir. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre du notaire. L'acte initial est annulé. Vos droits d'usufruit sont rétablis intégralement. Je l'ai lu sans émotion apparente, puis j'ai allumé une bougie. Je l'ai posée sur la table, à côté du carnet. Sur la première page blanche, j'ai écrit « La justice n'est pas une arme. C'est une lumière qu'on allume dans le noir, quand les autres croient encore qu'on dort. » Et j'ai refermé le carnet. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain, j'ai rangé mes papiers, refermé les dossiers et décidé de partir quelque temps. La maison, désormais, m'appartenait de nouveau. Mais je n'en avais plus besoin. Elle n'était plus un refuge, seulement une victoire silencieuse. Les jours qui ont suivi la confrontation ont eu le goût d'un silence nouveau. Pas celui de la peur, ni celui du chagrin, non. Un silence clair, presque net, comme un linge qu'on étend après la lessive. Je n'ai plus revu Thomas ni Camille pendant plusieurs semaines. La maison familiale, celle qu'ils avaient voulu m'arracher, restait vide, figée, comme si elle retenait son souffle. Chaque fois que je passais devant, je ralentissais sans m'arrêter. Je reconnaissais les volets bleus que Marc avait peints, les rosiers que j'avais plantés, mais je ne ressentais plus le besoin d'y entrer. Ce lieu, que j'avais défendu avec tant d'énergie, avait cessé d'être mon refuge. Un matin, j'ai reçu une lettre d'Élise. Elle avait appris ce qui s'était passé par le notaire. Son écriture tremblait de colère et de tendresse. « Maman, comment ont-ils pu te faire ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Je lui ai répondu simplement. Parce que la dignité se défend dans le silence, pas dans le vacarme. Elle est venue quelques jours plus tard, depuis Bordeaux. Elle a ouvert mes volets, préparé du café et m'a regardé longuement. « Tu as maigri, maman. On perd toujours un peu de soi quand on ferme une porte. Mais regarde, j'ai gardé la clé. » Nous avons ri doucement, entre deux larmes. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais la tendresse redevenir simple. Pendant ce temps, la rumeur s'était répandue dans le village. Les gens parlaient bas dans les commerces. « Tu as entendu pour la maison du Breuil ?» La belle-fille aurait... Je n'écoutais pas. Je savais que la honte change vite de camp et qu'elle n'a pas besoin d'être criée pour être comprise. Thomas, paraît-il, avait quitté la maison pour quelque temps. Camille, elle, évitait les voisins. Les enfants, Léo et Jeanne, étaient confiés à la nounou. Je ne les voyais plus, mais je savais qu'ils demandaient « Où est mamie ?» Ces mots-là, dans la bouche d'un enfant, valent toutes les réparations du monde. Je ne leur en voulais pas, ni à Thomas, ni même à Camille. Ils avaient cru que la vieillesse rendait les femmes dociles. Ils ignoraient qu'elle les rend intraitables, simplement parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. La justice suivait son cours. Les documents avaient parlé, les responsabilités étaient établies. Le notaire, Maître Brunet, avait présenté ses excuses écrites. Camille avait dû signer une reconnaissance d'erreur. Mais tout cela, je l'ai lu sans ressentir de triomphe. Ce n'était plus de la victoire, c'était de la clarté. Je continuais ma vie dans la petite maison où je vivais désormais, à 2 rues de l'église. Un lieu modeste, mais à moi. J'y cultivais quelques géraniums sur le balcon, j'y lisais mes journaux, j'y écrivais dans mon carnet. Chaque soir, j'allumais la radio, je faisais du thé, je parlais un peu à Marc, comme autrefois. Je lui disais « Tu vois mon amour, tout est rentré dans l'ordre. Pas comme avant, mais assez pour qu'on respire. » Les jours de marché, je croisais des visages familiers. Certains me disaient « Vous avez eu raison, Hélène. » D'autres baissaient les yeux, gênés. Mais moi, je répondais toujours la même chose. Je n'ai pas eu raison. J'ai juste écrit la vérité. Un matin de mars, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Thomas. Sa voix hésitait, plus lente, plus grave. « Maman, est-ce que je peux passer te voir ?» J'ai réfléchi quelques secondes. Puis j'ai répondu « Oui, mais viens seul. » Il est arrivé l'après-midi même, sans veste, les épaules lourdes. Il s'est assis dans ma petite cuisine, les yeux baissés sur sa tasse. « Je ne sais pas comment te parler, » a-t-il murmuré. « Alors ne parle pas. Bois ton café. » Nous sommes restés longtemps en silence. Puis il a dit « J'ai honte. » Je n'ai rien répondu. Il a ajouté « Camille m'a convaincu que c'était pour ton bien, que tu étais fatigué,
qu'il fallait anticiper. Je n'ai pas voulu voir plus loin. Tu as laissé quelqu'un écrire à ta place, Thomas, et c'est toujours le début des drames. Il a hoché la tête. Les larmes lui sont montées aux yeux, silencieuses, denses. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement tendu la main. Pas pour effacer, mais pour laisser une trace différente. Quand il est parti, j'ai su que quelque chose se refermait définitivement. Je n'attendais plus rien, ni excuse, ni retour. Le lien était brisé, mais pas détruit. Il restait, comme un fil qu'on laisse pendre au bord d'un tissu trop usé pour être repris. La maison familiale, elle, a été mise en location. Je l'ai confiée à une agence. Elle ne m'appartenait plus de cœur, seulement de droit. Et c'était suffisant. Dans la paix nouvelle de mes soirées, je retrouvais des gestes oubliés. Coudre, écrire, marcher seule. Je me découvrais légère, presque libre. Il m'avait fallu toute une vie pour comprendre que la solitude choisie est moins cruelle que la présence imposée. Je ne savais pas encore où j'irais, mais je savais que j'allais partir. Pas fuir, non partir vraiment. Changer d'air, changer de lumière. Et quelque part, dans le fond de ma mémoire, la mer commençait déjà à m'appeler. Je suis partie un matin de mai. Le jour se levait à peine, et la lumière filtrait à travers les rideaux comme une promesse. J'avais glissé dans ma valise quelques robes légères, mon carnet de cuir, la photo de Marc et le trousseau de clés, celle de la maison familiale, inutile désormais, mais impossible à abandonner. J'ai fermé la porte de ma petite maison du bourg sans me retourner. J'avais décidé de m'installer à la Trinité-sur-Mer, un village que Marc aimait, là où nous avions passé notre unique semaine de vacances, 37 ans plus tôt. Le train m'a bercé jusqu'à Auray. Le paysage défilait, des prairies, des bosquets, puis l'odeur du sel. À mesure que la mer se rapprochait, je sentais mes pensées s'alléger. J'étais seule, oui, mais libre, et cette liberté-là, tardive, avait le goût du vent sur le visage. J'avais loué un petit appartement donnant sur le port. Une pièce claire, simple, avec un balcon étroit, où 2 chaises se tenaient côte à côte, comme si Marc m'y attendait encore. Je me suis promis de ne rien posséder que l'essentiel. Un lit, une bouilloire, quelques livres et le carnet. Le reste ne tenait plus qu'à moi. Les premiers jours, j'ai marché beaucoup. Le long du quai, je saluais les pêcheurs, je respirais les embruns. Personne ne me connaissait ici. Je n'étais plus la mère, ni la belle-mère, ni la veuve. J'étais Hélène, simplement une femme qui marche au bord de la mer. Je passais mes après-midi à la terrasse d'un café, le Goéland bleu, où le patron, un homme jovial prénommé Alain, me servait toujours le même thé au citron. Un jour, il m'a dit « Vous êtes d'ici ?»« Pas encore », ai-je répondu. Il a ri, sans insister. J'ai aimé cette discrétion. Les gens de la mer ne posent jamais trop de questions. Ils savent que chacun porte sa tempête. Peu à peu, ma vie s'est installée dans un rythme doux. Le matin, j'allais au marché choisir mes fruits. L'après-midi, j'écrivais. Pas des plaintes, non. Des souvenirs, des pensées, des phrases qui apaisent. Mon carnet, jadis arme de défense, devenait un jardin de paix. Je notais des choses simples. Les mouettes ne gardent rien, elles laissent le vent faire le tri. À force d'aimer sans condition, j'avais oublié la mienne. Un soir, alors que je lisais sur le balcon, une petite fille est venue frapper à ma porte. Elle s'appelait Lucie, habitait l'étage du dessous. Ma grand-mère est morte l'an dernier, m'a-t-elle dit très sérieusement. Alors viens de temps en temps, je t'en prêterai un peu de la mienne, ai-je répondu. Elle a souri. Depuis, elle vient me voir chaque mercredi. Nous faisons des gâteaux, nous dessinons des bateaux. Elle m'appelle Mamie de la mer. Grâce à elle, le mot grand-mère a retrouvé sa lumière. Un matin, Élise m'a appelé. Maman, Thomas a demandé ton adresse, il veut t'écrire. This is Melishinkik a hati sur problème. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Dis-lui qu'il peut. Les lettres voyagent mieux que les excuses. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une enveloppe beige. L'écriture de mon fils. Sobre, hésitante. Il disait qu'il avait vendu la maison, qu'il avait tout compris trop tard. Il demandait pardon, sans justification. Et il terminait par une phrase. Je t'ai trahi en croyant te protéger. Aujourd'hui, je veux seulement que tu sois libre. Je l'ai lu plusieurs fois, puis j'ai glissé la lettre dans le carnet, entre 2 pages. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Le pardon, comme la mer, a besoin de marée basse pour se déposer. Mais au fond, je savais que je lui pardonnais déjà.
Les jours suivants, j'ai recommencé à rire. De petites choses. Le cri d'une mouette, une tasse ébréchée, le vent qui me décoiffe. Je me surprenais à chanter, en préparant le repas. Une chanson que Marc aimait, Douce France. C'était comme si enfin, je respirais pour moi. Je n'étais plus dans la peur de vieillir. J'étais dans la joie de durer. Les rides ne me faisaient plus honte, elles étaient mes chapitres. Je m'étais retrouvée. Et je savais que désormais, personne ne pourrait me déloger de cette paix-là. Un soir, j'ai marché jusqu'à la jetée. Le ciel était violet, la mer calme. J'ai sorti la vieille clé de la maison familiale de ma poche. Je l'ai serrée une dernière fois, puis je l'ai lancée dans l'eau. Elle a disparu dans un éclat d'écume. Je me suis sentie soudain plus légère. En rentrant, j'ai écrit dans le carnet. La maison qu'on perd peut devenir la vie qu'on gagne. Et j'ai su que tout était accompli. Les mois ont passé comme des pages qu'on tourne lentement, sans les corners. À la Trinité-sur-Mer, le temps s'étire comme une respiration tranquille. Le matin, je descends acheter mon pain, je salue Alain au café, puis je m'assieds sur le banc face au port. Toujours le même banc, celui où la lumière change sans prévenir. C'est devenu mon rituel. Regarder la mer, écrire 3 lignes dans le carnet, puis me taire. Je n'attends plus rien. Et c'est peut être cela la vraie liberté. Vivre sans attendre. La mer m'a appris le détachement. Elle prend, elle rend, elle n'explique pas. J'aime sa logique. Rien ne reste figé, tout revient autrement. Je pense souvent à Marc. Parfois, le soir, je ferme les yeux et j'entends encore sa voix me dire « Fais attention au vent, Hélène, il emporte les choses qu'on croit lourdes. » Alors je souris. Parce que c'est vrai, j'ai laissé le vent emporter tout ce qui m'alourdissait la colère, la rancune, la honte. Thomas m'écrit parfois, de longues lettres, plus posées, plus sincères. Il parle des enfants, du travail, de ses remords. Il ne cherche plus à justifier. Il raconte, simplement, comme s'il écrivait pour réparer. Je lui réponds peu, mais je garde chacune de ses lettres, rangées dans une boîte en fer, avec celle de Marc. Je les relis les soirs de pluie. Je ne pleure plus. Je comprends. Camille, elle, n'a jamais repris contact. Je ne lui en veux plus. Je me dis qu'un jour, peut-être, elle aussi comprendra. La faute, parfois, c'est seulement la peur. La peur de manquer, la peur de vieillir, la peur d'aimer sans contrôle. Et j'ai décidé de ne plus nourrir aucune peur, pas même celle du pardon. Chaque fois que je croise Lucie, la petite du dessous, elle m'apporte une fleur. Elle dit « C'est pour décorer ton balcon, mamie de la mer. » Je la remercie et nous la plantons ensemble dans une jardinière. Je lui apprends à patienter, à arroser doucement, à attendre la floraison. Et en la regardant, je me revois, il y a longtemps. Jeune, pleine d'espoir, ignorant encore que le courage, c'est parfois simplement de tenir debout en silence. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les mâts, j'ai ouvert mon carnet à la dernière page. Il était presque plein. Des mois de mots, de preuves, de réflexions, de petits miracles. J'ai relu la première ligne. Ma belle-fille a changé le code de la maison familiale. Et j'ai souri. Tout était parti de là. 4 chiffres, un verrou, une porte close. Je croyais que ce jour-là, on m'avait exclu du monde. En vérité, on m'avait rendu à moi-même. Je me suis demandé ce qu'il restait de tout cela. Une maison? Non. Un héritage? Pas vraiment. Mais une certitude, oui, celle d'avoir retrouvé ma voix. Non pas celle qui crie, mais celle qui trace, celle qui écrit. Je repense à toutes les femmes que j'ai croisées dans ma vie au marché, chez le coiffeur, dans les salles d'attente. Combien d'entre elles portent des blessures semblables, des enfants indifférents, des familles qui les effacent, des silences imposés? Je voudrais leur dire que le silence peut être un outil, pas une prison, qu'il y a une différence entre subir et choisir de se taire. Le soir, quand la mer devient noire, je laisse la fenêtre ouverte. Le vent entre, fait frissonner les rideaux. Je me dis que c'est Marc qui passe, discrètement, pour vérifier que tout va bien. Je lui parle encore, parfois. Tu sais, j'ai fini ton œuvre. Pas les murs, mais la justice. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais qu'elles seront simples. Je n'ai plus besoin d'être indispensable. Je veux juste être présente. À moi-même, au monde, à la lumière. Un matin, j'ai pris la décision de fermer le carnet. Je l'ai posé sur la table,
à côté d'une tasse vide. Je me suis dit que tout y était. La douleur, la lucidité, la paix. Et j'ai ajouté, au bas de la dernière page, à celles qui se taisent trop longtemps, à celles qu'on rend invisibles. Souvenez-vous, il y a une dignité à rester droite, même seule. Et parfois une simple page peut redresser tout un passé. J'ai soufflé la bougie. Le port s'est endormi. Le monde autour de moi était paisible. Et dans ce calme parfait, j'ai murmuré, pour moi, pour Marc, pour toutes les femmes qui m'écouteraient un jour, le silence peut aussi être une forme de justice.